Je reviens sur cette visite qui était très pertinente, très, très utile, et venant avec le message positif dans le bon moment, jusqu'à quel point la Tunisie l'Europe reste engagée vis-à-vis de la Tunisie, dans ces perspectives un peu plus long terme. On parlera de la crise peut-être séparément, on peut parler de l'urgence séparément, mais là le message effectivement était que l'Union européenne certainement reste engagée à côté des perspectives, des rêves des Tunisiennes et Tunisiens pour une refonte socio-économique qui a aussi pour vocation d'ancrer davantage, notamment sur les liens économiques, investissements, les liens entre les deux peuples d'une manière encore plus ciblée que dans la période antécédente. Et effectivement, si on prend déjà le chiffre, 4 milliards d'euros pour une période de 5 ou 6 ans, lié beaucoup à des opportunités comme la transition numérique, la transition verte, les aspects énergétiques, mais aussi le rôle du secteur privé dans beaucoup des investissements, y inclus dans les secteurs sociaux, font partie de cette offre, de cette confirmation. Bon, je pense déjà, les chiffres, les visites récentes, on parle du fait qu'on fait le maximum, je pense. Il y a aussi des autres qui disent on est trop généreux et trop lax sur certaines des choses qu'on dit. Donc je pense effectivement être rassuré que dans la gamme de nos outils, on emploie vraiment le maximum pour être à côté tunisien, mais là où on a une valeur ajoutée. Donc évidemment, beaucoup des aides, mis à part des aides directes et des aides d'urgence, des aides plutôt humanitaires, c'est quand même des aides dans des secteurs des politiques pour avoir un levier de réforme, un levier d'avoir aussi des autres acteurs qui s'entourent. Donc je pense que le message est clair et le message est aussi rassurant si je fais extrapolation de la période antécédente où effectivement l'Union européenne a quand même dépensé jusqu'à 3 milliards d'euros dans une période similaire. Et là aussi avec beaucoup de décaissements, beaucoup d'engagements qui ont aidé de soutenir une vision de réforme, plus d'ouverture et plus de courage, je pense, de saisir les opportunités. Mais j'en profite, comme de dire, c'est vrai que l'aide Union européenne pourrait être encore plus utile, plus réactif si toutes ces idées de réforme que maintenant le gouvernement est en train d'avancer peuvent réellement être mises en place. Et je profite aussi de dire que beaucoup de ces réformes, évidemment, dépendent aussi que le tissu du dialogue national, le tissu de dialogue social est quelque chose qui peut être maintenu malgré une transition démocratique difficile et malgré aussi une sortie de crise difficile. Là, j'en profite de vous citer les 7 points que les investisseurs européens mettent en avant, sur lesquels on essaie de travailler avec le gouvernement. Donc déjà, il y a un défi qui est un manque d'accompagnement efficace aux investisseurs présents et aussi les investisseurs prospects, donc aftercare strategy, le nearshoring et tous ces mots-clés est quelque chose qu'on encourage le gouvernement de faire davantage. Deuxièmement, de réformer le cadre réglementaire de l'investissement. Là, il y a toute une gamme de choses qui peuvent être faites, notamment pour être sûr que les différents services, ainsi les restrictions sur le recrutement, puissent être améliorées. Là, je dois quand même féliciter le gouvernement de sa décision récente sur l'annulation d'une quinzaine d'autorisations préalables dans beaucoup des secteurs productifs. Beaucoup de secteurs qui, j'en suis sûr, déjà avec cette mesure, vont créer des emplois supplémentaires. Et c'est aussi quelque chose qu'on avait soutenu et encouragé le gouvernement de faire à travers un de nos programmes sur la meilleure gouvernance économique. Mais je reviens aussi troisièmement, fluidifier les services bancaires et réformer la réglementation d'échange. Absolument essentiel si on veut en faire davantage. Il y a beaucoup à gagner, quatrièmement, dans la digitalisation des procédures administratives, pas seulement les douanes, mais aussi d'autres. On met aussi l'accent, cinquièmement, sur mettre en place un cadre fiscal qui est prévisible et aussi une protection sociale prévisible, équitable et incitatif. Là aussi, on a des bels échanges, des bonnes pratiques sur les deux rives.
On pense aussi, sixièmement, d'établir une culture de dialogue autour notamment du secteur privé, secteur public, les employeurs, les employés. Et là aussi, il y a des bonnes pratiques, déjà en cours ici, mais on les encourage de faire ça davantage. Et finalement, septièmement, aussi un thème sur lequel on est fortement engagé comme partenaire, c'est de faciliter les échanges commerciaux, notamment vers l'extérieur. On reviendra peut-être autour du SLECAF des opportunités qui s'en posent. Nous-mêmes, on a 2-3 très beaux programmes pour aider les petites et moyennes entreprises avec une vocation d'exportation, de les accompagner dans les années à venir, notamment à travers un projet qui est connu comme Insider, donc exporter, Insider, avec en fait maintenant aussi un appel à proposition ouverte. Donc, avec ces 7 grands thèmes, nous-mêmes, mais aussi les autres investisseurs, les autres chambres de commerce mixtes, sont convaincus qu'il y a beaucoup de gagnés, notamment en termes d'emplois plus durables et aussi d'investissements productifs dans le pays. Bon, effectivement, il y avait une stagnation qui s'est, comme vous dites, qui s'est aggravée grâce au Covid, mais qui était aussi stagnation à cause de certains empêchements qu'on voyait dans le tissu d'investissement. Et là, j'ai bon espoir que la Tunisie peut saisir avec nous-mêmes 2 lacunes qui se sont montrées dans la crise Covid. C'était la fragilité de certains des chaînes de valeur, et notamment plus lointains, et aussi la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis certains lieux de production. Et là, évidemment, l'aspect géographique est un élément clé. Mais je dois aussi dire que la Tunisie n'est pas le seul pays qui est en position d'en profiter, il y a les autres. Donc c'est aussi une occasion à saisir. Mais deuxièmement, vous parlez de la crise Covid, mais aussi la crise ukrainienne, évidemment, a aggravé cet aspect de fragilité, cette dépendance. Donc évidemment, l'Union européenne, pour l'instant, cherche activement des nouvelles sources d'énergie avec beaucoup d'intérêt d'investir et d'être un partenaire. Et là, j'espère bien que la Tunisie ne rate pas l'occasion de dire, voilà, on est là notamment pour tout ce qui est énergie durable, énergie verte, et d'offrir cela comme chantier commun entre l'Union européenne et la Tunisie. Bon, le risque est là, mais je ne pense pas. Disons, je pense effectivement que la Tunisie est bien placée, pas seulement géographiquement, mais aussi avec l'orientation que je vois émaner du gouvernement actuel. Toutes ces idées de réforme, avec une vraie sens d'ouverture, d'engagement et d'externalisation, beaucoup d'opportunités. Donc je reviens au fait notamment sur l'énergie renouvelable, beaucoup d'opportunités. Il faut veiller que, notamment sur les produits agricoles, alimentaires, il n'y a pas des grands échauffements, mais là aussi on est prêt de travailler avec la Tunisie. Troisièmement, il faut être conscient que beaucoup des prix, notamment énergétiques, ont augmenté, donc beaucoup des calculs doivent être remis en place. Mais je reviens, et si je regarde l'esquisse des 3000 entreprises européennes ici déjà investies en Europe, les 350 000 emplois que ça se fait, et la volonté derrière de rester engagé ici financièrement, mais aussi avec toute l'innovation qui vient avec la Tunisie. Donc c'est une occasion à saisir. Donc, et je suis convaincu que si on refait l'interview dans 1 an ou 2, on peut faire un bon bilan des opportunités que la Tunisie aurait pu réaliser grâce à cette nouvel changement de données, d'équilibres commerciaux et services et autres, où la Tunisie reste très bien placée. Absolument, oui. Donc on a déjà parlé aussi de l'aspect environnemental en termes d'énergie verte, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a beaucoup d'autres aussi endroits d'engagement. Si je fais abstraction maintenant de l'année dernière Covid, c'est vrai que grâce au ralentissement économique et de voyage en termes d'émissions CO2, ça a ralenti globalement, donc une certaine coup de souffle pour l'atmosphère, mais inversement, et ça c'est quelque chose
avec lequel il faut étroitement travailler avec la Tunisie, notamment tout ce qui est emballage, c'est beaucoup aggravé, clairement. Donc beaucoup de choses plastiques, on est revenu à beaucoup d'emballages à utilisation unique pour être sûr qu'en termes de contamination, on reste sur la prudence. Et là, il faut rapidement mettre en double vitesse les efforts assez timides, je veux dire, de la Tunisie en tout ce qui est déchets, utilisation de plastique, mais aussi les pollutions des fleuves et dans la mer. Nous-mêmes, on a une belle expérience d'aider la Tunisie sur la dépollution du lac Bizerte, par exemple. On est aussi assez engagé sur le golfe de Gabès et tous ces problèmes autour des productions industrielles. Et comme vous dites, est-ce que ça reste une priorité? Si je reviens dans les grandes idées d'investissement dans le futur, où ce grand partenariat, les 4 milliards, pourrait faire la différence, un aspect certainement est qu'on vise à des investissements conjoints dans une amélioration du mode de production industriel, de lutter contre la dépollution, voire à changer aussi les comportements. Et je termine par faire référence que lors de la visite de M. Varelli, il y avait aussi la signature d'un projet de 50 millions d'euros axé sur l'environnement, et finalement avec trois idées. Un, c'était aider la Tunisie pour changer le comportemental à travers les écoles, à travers toutes sortes d'activités. Deuxièmement, de travailler plus avec les municipalités et les gouvernorats pour cibler les plus grands polluants et les possibilités d'en faire mieux. Et troisièmement, de revoir le cadre législatif et de mettre ça en phase aussi dans les attentes d'une Union européenne qui se voit, mais j'espère bien avec la Tunisie, qui se voit vraiment à l'avant-garde d'une économie verte, économie bleue, et tout ça dans une durabilité. Bon, on les encourage, certainement, c'est clair, c'est essentiel. C'est facile à citer pas mal de politiciens tunisiens qui ne veulent pas que ça n'aboutisse pas d'un accord. Pour dire aussi la manière dont je vois un peu la dynamique, finalement, entre c'est des propositions qui sont tuniso-tunisiennes en termes de ce qu'ils veulent proposer en termes de réforme, en termes de réduction de la dette, en termes d'une meilleure fiscalité. Et c'est la méthodologie du FMI qui fait le chiffrage et les calculs pour voir est-ce que ça, dans l'ensemble des propositions, macroéconomiquement, ça tient la route. Donc ce n'est pas une négociation entre qu'est-ce qu'on fait, mais c'est plutôt une négociation que le FMI revoit les propositions qui émanent de la Tunisie à travers la grande gamme des secteurs touchés, et avec leur expertise et avec leur mandat, font le calcul pour voir si dans la durée des 3 ans, 5 ans à venir, effectivement, ces mesures pourraient atteindre l'objectif financier proposé par le gouvernement. Et ça, c'est quelque chose en cours, et évidemment, si la Tunisie pense, bon, on fait un peu moins sur cela, il faut pour que la grande arithmétique se tient, et l'arithmétique reste toujours de retrouver un chemin de soutenabilité de la dette tunisienne. Personnellement, je sais que c'est pas facile, c'est déjà pas mal de réformes qui étaient déjà dans les tiroirs dans les années passées, qui n'ont pas pu être mises en avance pour manque d'appétit politique, si je peux dire, ou une conjoncture politique. Mais cette conjoncture politique, maintenant, j'espère bien, est là. Donc certainement en termes de propositions. Une précondition de réussite, évidemment, va être pas seulement de se mettre d'accord sur les calculs entre le FMI et les propositions tunisiennes, mais aussi pour être sûr que à travers aussi un dialogue national avec les acteurs les plus importants, il y a aussi une certaine compréhension, une certaine appropriation de ces mesures, parce qu'il faut quand même une volonté politique
Donc pas seulement le savoir-faire, mais aussi la volonté de faire. Et pour ça, on continue à encourager, pas seulement pour la transition démocratique, mais également aussi pour la réussite de ces idées de réforme socio-économique, d'engager le plus profondément possible des acteurs de la société tunisienne au sens large. Si nous-mêmes, on a un rôle peut-être aussi en termes de substance là-dedans, je pense qu'on est parmi ceux qui connaissent le mieux, je dirais, des partenaires internationaux, notamment l'importance de garder un équilibre en termes de socio-économique. Donc pour être sûr que l'économique ne prime pas les défis sociaux. Et là, heureusement, je peux dire, avec l'expérience de beaucoup de processus transformatrices à l'intérieur de certains pays membres, récemment à l'Union européenne, on a quand même des bons exemples qu'on peut quand même sortir d'une crise avec une esquisse macroéconomique plus durable, mais en même temps aussi améliorer le déséquilibre socio-économique et géographique. Très bien. En tout cas, déjà bravo pour la finalisation de cette stratégie. On est aussi les premiers d'être contents de voir que le continent africain améliore ses flux d'échange. Bon, le SLECA touche le change commercial en premier lieu, mais pas encore les services et les autres aspects. Donc c'est une petite fonte par rapport à la grande gamme de ce qu'on couvre entre l'Union européenne et la Tunisie. Je suis content qu'on a pu aussi assister à certains des études et à certains des ateliers à travers une assistance pour que les acteurs tunisiens voient mieux les opportunités du grand continent. Vous avez parlé des aspects tripartites. Bon, effectivement, déjà géographiquement, la Tunisie se prête comme tremplin entre les deux rives pour beaucoup d'acteurs européens qui, eux aussi, auraient vocation pour utiliser maintenant le cadre de SLECAF, mais aussi beaucoup d'autres initiatives autour de l'Union africaine, en partenariat avec des entrepreneurs, des entreprises tunisiens. Donc ça certainement. Politiquement, c'est très bien appuyé aussi par la réunion intergouvernementale qu'on avait entre l'Union européenne et l'Union africaine février dernier, avec aussi une grande stratégie de Global Gateway qui revalorise tout ce qui pourrait être une meilleure connectivité entre l'Union européenne, ses pays membres et le continent africain, et pas uniquement à travers les infrastructures dures comme les ports, mais aussi le numérique et aussi plus de fluidité dans des échanges commerciaux. Et là, cette offre de la Tunisie pour être pleinement engagée avec SLECAF était tout à fait dans la bonne voie. Moi-même ici, on a des bons contacts aussi avec l'association du secteur privé avec le continent africain. On travaille étroitement avec eux et je connais pas mal d'entrepreneurs assez impressionnants, déjà bien présents, pas seulement au Sénégal, Nigeria, on les voit au Kenya. Et si on peut aussi valoriser cela, je pense que ça fait partie d'une vision commune qu'on a de valoriser le secteur productif en créant des emplois supplémentaires ici en Tunisie. Et si tout ça se fait en partenariat tripartite, comme vous dites, avec des entrepreneurs, des investisseurs européens, les deux structures gouvernementales qui donnent le grand cadre pour encourager et donner plus de prévisibilité là-dessus, je pense que c'est aussi une bonne histoire pour la suite.